Nous voici encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous propose d'exploiter des mesures pour un TP qui a pour thème les oscillations d'un système solide ressort. On va exploiter ces mesures encore une fois avec le tableur scientifique Regressi. Alors le TP en question, le voici. Le but du TP, c'est de déterminer la constante de raideur du ressort utilisé de deux manières différentes. Tout d'abord, de façon statique, c'est-à-dire en utilisant un système qui est immobile, qui est à l'équilibre, et d'une deuxième façon, une façon dynamique, c'est-à-dire déterminer à nouveau cette constante de raideur, mais quand le système est en mouvement et qu'il subit donc des oscillations. Alors pour ça, la première chose à faire, donc, c'est d'entrer dans Regressi bien les mesures qui ont été réalisées, là, qui sont données dans ce tableau. Donc on a réalisé ces mesures avec un ressort au laboratoire. Le dispositif expérimental est schématisé ici. On avait sur la table une potence. À l'extrémité de cette potence, on a suspendu un ressort qui au départ avait une longueur à vide L0. Ce que j'appelle la longueur à vide, c'est la longueur du ressort au repos, c'est-à-dire sans qu'il soit étiré ou sans qu'il soit comprimé. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accroché des masses marquées à l'extrémité inférieure du ressort, ce qui fait qu'il s'est retrouvé étiré. Et on a mesuré la nouvelle longueur du ressort avec cette masse marquée à son extrémité. Donc en faisant la différence de la longueur du ressort avec la masse marquée à son extrémité et la longueur du ressort au repos, on peut en déduire ce que j'ai appelé ici delta L, c'est-à-dire l'allongement du ressort pour une masse donnée. Donc dans le tableau, on nous donne en fait la longueur L pour différentes masses marquées. Alors on va lancer Regressi. On va créer un nouveau tableau. Alors on a besoin de la masse marquée. On va directement convertir ces masses en kilogrammes. Il vaut mieux se mettre directement dans les unités légales, car on va devoir faire des calculs par la suite. Pour ne pas faire d'erreur, on se met directement dans les unités légales. Donc le kilogramme pour les masses. La longueur du ressort étiré, pareil, on va se mettre directement dans les unités légales, c'est-à-dire le mètre pour une longueur. Ok. Là, je vais recopier bêtement le tableau en faisant à la volée la conversion des grammes en kilogrammes et des centimètres en mètres. Donc 50 grammes, c'était 0,050 kg. 9,7 cm, c'est 0,097 mètres. Et je continue, ça va aller assez vite, puisque il n'y a que 5 valeurs à entrer. 100 grammes, 0,100 kg. 12,9 cm, je peux mettre comme ça aussi, c'est 12,9 E-2 en mètres. Voilà, il fait le calcul automatiquement. 150 grammes, c'est 0,150 kg. 16,2 cm, 16,2 E-2 mètres. 200 grammes, c'est 0,200 kg. 19,4 mètres. Ça fait 0,194 mètres, voilà. Et la dernière mesure, 250 grammes, c'est 0,250 kg. 22,8 cm, c'est 0,228 mètres. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est rentrer quelques paramètres dont je vais avoir besoin. On a déjà L0 en mètres, la longueur à vide du ressort, qui elle est constante bien sûr, pour un ressort donné. Donc, elle était donnée dans l'énoncé, 6,4 cm. Voilà. On va avoir aussi besoin de l'accélération de la pesanteur, G, qui est en mètres secondes
moins 2, équivaut 9,81, si on est à latitude 0. Voilà. Dans l'énoncé, on nous demande de calculer l'allongement du ressort. Alors l'allongement du ressort, on va créer une nouvelle grandeur. Donc on va l'appeler delta L, comme dans le texte, hein, la notation est imposée, donc on n'a pas le droit de la changer. Ça va être en mètres. On va lui faire calculer l'allongement du ressort. C'est la longueur totale du ressort une fois qu'il est étiré, moins la longueur du ressort quand il est au repos. C'est-à-dire L moins L0. Ok, voilà, il a tout calculé. Petit aparté, vous voyez que j'ai mis un delta L. Si vous ne vous rappelez plus les raccourcis pour obtenir les lettres grecques, quoique ce soit facile de s'en rappeler, puisque le raccourci c'est simplement la touche CTRL plus la lettre qu'on veut taper. Par exemple, si vous voulez taper la lettre grecque alpha, vous faites CTRL A. La lettre bêta, c'est CTRL B, etc. Si vous voulez la lettre grecque majuscule, il suffit d'appuyer sur la touche majuscule en même temps que CTRL et la lettre correspondante. Par exemple ici, pour faire delta majuscule grec, hein, j'ai appuyé simultanément sur la touche majuscule, CTRL et D. Mais il y a un moyen de faire autrement, vous allez dans l'onglet Expression, et vous voyez, vous avez un petit onglet là, grec, qui vous permet de cliquer simplement pour taper des lettres grecques. Là, si je tape ici, hein, je vais clac, voilà, je vais taper un bêta. Voilà. Bon, j'en ai pas besoin pour l'instant, j'ai eu mon delta. Alors, dans le TP ensuite, on nous demande de calculer la force de rappel du ressort. Alors, je vais revenir un petit peu sur le schéma pour expliquer un peu. Quand le ressort est en étirement, avec la masse accrochée à son extrémité, en fait, on peut faire une étude hein, qui va utiliser la seconde loi de Newton, comme souvent. On va appliquer la seconde loi de Newton au système masse. Le système masse, il est soumis ici à deux forces. Si on y réfléchit bien, il y a une force à distance qui est le poids de cette masse. Donc ce poids est appliqué au centre de gravité de la masse. Il est vertical, dirigé vers le bas. Mais cette masse est aussi soumise à une force de contact, puisqu'elle est en contact avec le ressort. Donc il y a une force de contact qui s'exerce au niveau du point de contact, c'est-à-dire la jointure entre la masse et le ressort. Cette force, qui s'appelle la force de rappel du ressort, parce que effectivement le ressort a tendance à vouloir reprendre sa forme initiale, à vouloir reprendre sa forme initiale, c'est-à-dire à tirer la masse vers le haut. Cette force de rappel est donc appliquée au point de contact entre le ressort et la masse, elle est verticale et dirigée vers le haut. Or, dans le texte, on nous dit que quand on a fait ces mesures, on était à l'équilibre, c'est marqué ici. Or, si on est à l'équilibre, ça veut dire que l'ensemble est immobile. Si l'ensemble est immobile, ça veut dire que la vitesse de notre système est nulle. Or, l'accélération, par définition, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Si je fais la dérivée de quelque chose qui est nul par rapport au temps, je vais bien évidemment obtenir quelque chose qui est nul. Donc j'en déduis assez facilement que l'accélération est nulle. Donc si j'applique la seconde loi de Newton, qui dit que la somme des forces extérieures au système est égale à la masse fois l'accélération, vu que l'accélération est nulle, ça veut dire que la somme des forces extérieures au système est égale au vecteur nul. Et à partir de là, il faudra l'écrire si vous voulez le faire. Il est assez facile d'en déduire que la force de rappel en norme va être égale à la norme du poids. Donc pour calculer la force de rappel, qu'on appelle FB dans le texte, il suffit de calculer la norme du poids, et la norme du poids, on sait bien que c'est égal à M fois G. Ce que je vais faire dans le tableau.
je crée une nouvelle grandeur que j'appelle FB, je n'ai pas le choix, hein, elle est appelée comme ça dans le texte, ça sera en newton, c'est une force. Et pour la calculer, je vais multiplier la masse par l'accélération de pesanteur, m fois g. Ok. Voilà, j'ai la valeur de la force de rappel du ressort en fonction de la masse que j'ai suspendue à son extrémité. Ensuite, on nous demande de tracer dans Régressi l'évolution de cette force de rappel en fonction de l'allongement. Je clique donc sur Graphe, sur Coordonnées, pour mettre en ordonnée la force de rappel, en abscisse, l'allongement. Je vais relier par des lignes. Je vais faire des petites croix pour voir les points expérimentaux. Je fais OK. On nous demande de modéliser la courbe. Si je regarde la courbe, là, on voit bien que c'est une droite qui a l'air en plus de passer par l'origine du repère. Je vais, par conséquent, choisir comme modèle un modèle linéaire. Une fonction linéaire a pour représentation graphique une droite qui passe par l'origine, ce qui me convient tout à fait. Linéaire. Ça a l'air de fonctionner, je clique sur Ajuster. Voilà. J'ai une force de rappel qui est égale à une constante, petit a, fois l'allongement delta L. Petit a, c'est le coefficient directeur de la droite, et Régressi a calculé sa valeur, qui est égale à 15. Je vais mettre un petit titre, c'est mieux qu'un graphique et un titre. C'est valeur de la force de rappel du ressort en fonction de la masse suspendue. Un petit 4 pour faire joli. Ok. Voilà. Alors, si vous avez relu votre cours, vous savez que l'expression qui permet de calculer la valeur d'une force de rappel d'un ressort, c'est F égale K fois X. X étant l'allongement du ressort. Or, là, Régressi nous a dit que on avait une relation ici F égale A fois l'allongement, F égale Kx, F égale A fois delta L. Vous voyez que c'est assez évident que ces deux formules sont les mêmes, et c'est-à-dire que le coefficient petit a ici, qui correspond au coefficient directeur, c'est en fait la constante de raideur que l'on recherche. Donc la constante de raideur que l'on cherche, la constante de raideur du ressort utilisé, elle vaut 15 newtons par mètre. Régressi nous a bien mis la bonne unité en plus, vous voyez. Voilà donc la valeur recherchée pour ce ressort. Pour cette première partie de TP, la valeur qu'il fallait trouver était par conséquent de 15 newtons par mètre pour la constante de raideur du ressort utilisé. Je reviens à l'énoncé du TP. On est arrivé là, donc on a trouvé la valeur de K. On va passer à la méthode dynamique. Alors, on change de technique. On garde le même dispositif expérimental, mais plutôt que d'étudier un système à l'équilibre, on va le faire bouger. Alors, on attrape simplement la masse qu'on a accrochée au ressort, et on tire, à partir de l'équilibre, on tire cette masse vers le bas sur une longueur de 1 cm. Et puis on lâche. Alors bien évidemment, je pense que vous comprenez que si je lâche un ressort que j'ai étiré, le ressort va se mettre à osciller de haut en bas, suivant la verticale. Ces oscillations risquent de durer un certain temps d'ailleurs, mais si on attend suffisamment longtemps, bien sûr, au bout d'un moment, on va revenir à une position dans laquelle on aura un équilibre. Cependant, ce retour à l'équilibre va être suffisamment long pour qu'on ait le temps de faire une mesure, de chronométrer la durée nécessaire pour que l'oscillateur effectue 10 oscillations. Alors, je rappelle que pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut trouver
une période pour ces oscillations, et qu'il est toujours plus précis pour une mesure de période de mesurer la durée de plusieurs périodes et de diviser le résultat par le nombre de périodes ainsi mesurées. Alors pourquoi c'est plus précis? Parce que à quel moment vous faites des erreurs quand vous faites une mesure au chronomètre? Vous faites des erreurs malgré vous, hein, c'est des erreurs impossibles à éviter. Vous faites des erreurs au moment où vous déclenchez le chronomètre ou au moment où vous le démarrez. Là, vous faites une erreur, malgré vous. Et vous faites une erreur aussi au moment où vous l'arrêtez. Si vous ne faites la mesure de la durée que d'une seule période, vous faites une erreur au début et à la fin du chronométrage. Ces erreurs sont incompressibles, donc il est impossible de les éviter. Bon, l'erreur sur le résultat final, c'est la somme de l'erreur que vous avez faite au début et celle que vous avez faite à la fin. Si vous mesurez au lieu d'une 10 oscillations, c'est-à-dire 10 périodes, vous faites la même erreur au final, puisque vous déclenchez, vous arrêtez le chronomètre toujours que au début et à la fin. Donc vous faites exactement, globalement, la même erreur que quand vous mesurez qu'une période. Simplement, puisque vous allez diviser le résultat par 10, au final, eh bien, l'erreur aussi, vous allez la diviser par 10. Et donc, au final, votre résultat sera beaucoup plus précis. Là, on a choisi 10 oscillations, mais si on avait le temps, ça serait encore plus précis d'en mesurer 20 ou 50, car à ce moment-là, l'erreur serait divisée par 20 ou par 50. Bon, il y a une deuxième chose auquel il faut faire attention pour avoir un résultat précis, c'est le moment où on déclenche et où on arrête le chronomètre. En fait, là c'est marqué, c'est bien marqué, que le chronomètre, il faut le déclencher au moment où la masse passe par sa position d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le déclencher quand la masse est à son altitude minimale ou à son altitude maximale. Alors pourquoi? Parce que quand elle est à son altitude minimale ou à son altitude maximale, en fait, c'est des moments où la masse a une vitesse relativement lente, voire une vitesse nulle. Et pour déterminer exactement le moment où la vitesse devient nulle, eh bien c'est pas facile et vous disposez d'un grand laps de temps sur lequel il faut choisir et vous allez faire une grosse erreur. Tandis que si vous déclenchez le chronomètre au moment où la masse passe par sa position d'équilibre, la durée pendant laquelle elle passe par la position d'équilibre est très bref. Donc ça vous oblige à cliquer très rapidement. Et du coup, vous faites une erreur plus faible. Donc en gros, pour résumer, pour mesurer le plus précisément une période, il faut mesurer la durée de plusieurs périodes et diviser le résultat par le nombre de périodes qu'on a choisi. Et il faut déclencher et arrêter le chronomètre au moment où le système passe par sa position d'équilibre. Alors on va supposer que toutes ces précautions ont été prises pour réaliser ce tableau de mesure. Et je vais dans Régressi entrer ce nouveau tableau de mesure, donc dans un autre fichier. Je vais peut-être enregistrer ce fichier pour le garder sous la main. Allez, je vais l'appeler solide ressort 1.rv3. Voilà, enregistré. Et là, je fais nouveau. Je vais faire un copier-coller, ça je l'aurai. Donc, nouveau clavier. Alors, je vais avoir besoin de la valeur de l'étirement que j'ai choisi, qui est appelée A dans le texte, qui sera en mètres. Je vais avoir besoin de la durée des oscillations, donc que j'appelle delta t, en secondes. Ok. Alors le tableau est relativement court, ça va aller vite. Donc 1 cm ça fait 0,01 mètre. Delta t 5,12 secondes pour 10 oscillations. Donc. 2 cm 0,02 mètres. 5,14 secondes. 3 cm 0,03 mètres.
5,11 secondes. 4 cm, 0,04 mètres. 5,10 secondes. Et 5 cm, 0,05 mètres. 5,13 secondes. Voilà. Alors, à partir de là, on va faire calculer la régressie la période. Alors, vu qu'on sait que cette durée delta t a été mesurée pour 10 périodes, je vais déclarer une nouvelle grandeur que je vais appeler t, comme pour la période, en secondes. Grandeur calculée, je vais diviser delta t par 10. Ok, voilà, j'ai la période du système solide ressort dans les 5 cas de l'expérience. Alors on nous dit dans le texte qu'on néglige les amortissements. Alors on a vu dans le cours que si les amortissements étaient négligeables, en fait, la période qu'on détecte ici, elle s'appelle la période propre du système solide ressort. Donc la question qu'a-t-on mesuré effectivement, c'est la période propre. On nous demande aussi comment varie T avec l'amplitude A. Bon, on voit qu'on a fait varier l'amplitude du simple au quintuple. On voit que la période, elle a pour ainsi dire pas varié. On nous demande de vérifier ça avec une étude statistique. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est calculer la moyenne de la période. Donc je vais appeler ça T moyenne, S, en secondes. Pour calculer la moyenne, c'est min de T. Ok. Donc il me trouve 0,512 secondes, ce qui m'a l'air juste. Et ce qu'on peut faire, c'est calculer l'écart type aussi, pour voir qu'en fait, cette valeur, bien qu'on ait l'impression qu'il y ait des changements, en fait ces changements ne sont pas significatifs. Et pour ça, on va calculer l'écart type. Alors l'écart type, ça revient en gros à calculer ce qu'on appelle la moyenne de l'écart à la moyenne. Ce que je donne toujours comme exemple, c'est qu'un élève, quand il fait sa moyenne sur une matière dans un trimestre de sa scolarité, c'est pas du tout la même chose s'il a 10 de moyenne et qu'il a eu que des 10 sur 20 pendant le trimestre, ou s'il a eu 10 sur 20, mais qu'il a eu que des 0 et des 20. Dans les deux cas, on peut très bien obtenir 10 de moyenne, mais les deux cas ne sont pas du tout représentatifs de la même chose pour l'élève. S'il n'a eu que des 10, eh bien, la moyenne de l'écart à la moyenne, c'est 0, il n'y a aucun écart. S'il n'a eu que des 0 et des 20, la moyenne de l'écart par rapport à 10, c'est 10. Ça veut dire que si l'écart type est élevé, ça veut dire que les valeurs expérimentales sont très espacées les unes des autres. Si l'écart type est faible, ça veut dire que les valeurs expérimentales sont très resserrées. Alors ici, on va essayer de montrer que ces valeurs-ci sont très resserrées. Alors, je vais créer un nouveau paramètre pour calculer l'écart type. On va l'appeler écart type. Donc ça sera des secondes, bien sûr, puisqu'on fait un écart type sur une période. Alors, je vous ai dit que c'était la moyenne de l'écart à la moyenne. Donc je vais dire que c'est la moyenne de l'écart à la moyenne. Alors l'écart à la moyenne, il faut faire attention quand même, parce que si on fait une soustraction, ça peut éventuellement être négatif. Donc je ne veux pas, donc je vais prendre la valeur absolue de l'ensemble. Je vais faire t moins t moyen, puisque la moyenne, régressif, c'est ce que c'est, on lui a fait calculer. Donc j'ai fait t moins t moyen, ça c'est l'écart à la moyenne, et je fais la moyenne de l'ensemble, j'ai donc bien la moyenne de l'écart à la moyenne. Ok. Hop. Il y a un problème. Pourquoi il me trouve ça ? Ah voilà. Il y avait un bug graphique, je ne sais pas d'où ça venait.
Donc voilà, la moyenne de l'écart à la moyenne, c'est 0,012 secondes, ce qui fait juste un peu plus de 1 milliseconde. Alors 1 milliseconde, bien évidemment, c'est ridicule comme différence de durée. 1 milliseconde, c'est quelque chose que vous êtes incapable de mesurer avec un chronomètre. C'est beaucoup trop faible, on ne peut pas. Pour vous donner un ordre d'idée, on dit que quelqu'un de moyennement réveillé, quand il décide de faire une action, entre le moment où il décide de faire l'action et le moment où il la met réellement en œuvre, il peut se produire 1/10 de seconde. Bon, là vous voyez, c'est 1 millième de seconde. Donc c'est ridicule comme durée. Donc en fait, là on peut tout à fait dire que la période est complètement constante. C'est la même. Du coup, conclusion. On nous demande, est-ce que la période du système solide ressort dépend de l'étirement, de l'allongement qu'on a choisi au départ pour déformer le ressort, ce qu'on a appelé petit a? Eh bien, pas du tout. Vous voyez qu'on a multiplié par 5 petit a, eh bien la période ne change pas. Donc la période du système solide ressort ne dépend absolument pas de petit a. On va maintenant passer à la dernière partie du TP, où là on va peut-être faire des calculs un peu plus poussés. C'est ce qui est appelé la phase 2. Alors dans cette phase 2, bon, on choisit une valeur de petit a. On a choisi 2 cm, mais vous avez compris qu'on aurait pu choisir n'importe quelle valeur, puisque notre résultat ne dépend absolument pas de petit a. On va garder les mêmes masses, donc de 50 à 250 grammes. Et on va faire à nouveau des mesures de période, suivant le même procédé, hein, c'est-à-dire en étirant le ressort vers le bas de 2 cm, mais à chaque fois avec des masses différentes. Et on va mesurer la durée de 10 périodes à chaque fois. Je vais sauvegarder la partie précédente et créer un nouveau tableau pour exploiter cette partie. Donc je sauvegarde la deuxième partie. Je vais l'appeler solide ressort 2, hein, c'est la deuxième partie enregistrée. Je vais créer un nouveau tableau. Ici, j'ai besoin de la masse en kilogrammes. Delta T, je le garde, j'en ai besoin de delta T. Ok. Alors la masse en kilogrammes, par 50 grammes, donc 0,050 kg, 3,63 secondes, 0,100 pour 100 grammes, 5,10 secondes, 0,150 pour 150 grammes, 6,28 secondes, 0,200 pour 200 grammes, 7,25 secondes, et 0,250 pour 250 grammes, on a 8,11 secondes. Alors, comme dans la partie précédente, on va commencer par calculer la période, t, en secondes. Quand on doit calculer, eh bien, ça sera toujours delta t sur 10, puisqu'on n'a pas changé notre mode opératoire. Ok, c'est calculé. On nous demande dans le TP de représenter t en fonction de m, ce que je vais faire. Alors il faut modifier ce qu'on met en abscisse en ordonnée, t en fonction de m. Ok. Je me suis trompé. Excusez-moi. M en abscisse, t en ordonnée. Voilà. Alors on nous demande est-ce que cette courbe est directement exploitable. Alors, en fait, vous allez me dire, bah oui, on pourrait l'exploiter. On pourrait, mais on peut faire beaucoup mieux. Alors pourquoi? Alors, si on est rigoureux, on va voir en fait que là, cette courbe n'est pas une droite. Alors c'est assez difficile à voir, mais en fait elle est légèrement incurvée, là, cette courbe. Donc ce n'est pas une droite. Alors dans le pire des cas, on aurait pu modéliser ça par une droite affine,
Mais nous, on préfère quand même, si c'est possible, avoir une droite linéaire, ce qui est beaucoup plus simple à exploiter. Ce qui va être possible si, comme c'est suggéré dans le TP, on trace t au carré au lieu de t. Alors, on y va. On va créer une nouvelle grandeur, qu'on va appeler t au carré. Elle va être en seconde au carré, bien sûr, puisque t est en seconde, si je calcule t au carré, je vais avoir des secondes fois des secondes, c'est-à-dire t au carré. Pour calculer t au carré, eh bien, je tape SQR de t. Voilà. Et je vais changer mon graphique, coordonnées, je vais prendre t au carré. Ok. Oh, regardez ça. Comme c'est pas miraculeux, là on voit bien que, oh là là, ça a l'air superbement bien aligné, et si je prolonge un peu, ça a l'air de passer par l'origine. Voilà, je me précipite sur l'outil modélisation, et je veux essayer l'outil de modélisation linéaire pour voir si ça marche. Et miraculeusement ça marche. Donc, on voit que t au carré est égal à a fois m. Ça veut dire que le carré de la période des oscillations est proportionnel à la masse. Ce qui est quand même pas mal de savoir ça. Alors je vais mettre un titre graphique, parce que c'est toujours bien de mettre un titre. Hop. Carré de la période des oscillations d'un système solide en ressort en fonction de la masse. Allez, le petit 4 que j'aime bien, et voilà. Enregistrer. C'est la troisième partie. Enregistrer. Alors, ça dit quoi? Eh bien, ça dit que t au carré est proportionnel à m. Bon. On nous donne dans le texte, alors je vais revenir au texte, on nous donne dans le texte cette formule. On nous dit que la période propre d'un pendule élastique constitué d'un solide et d'un ressort, c'est égal à 2π fois racine carrée de m sur k. Alors regardez bien. Si j'élève entièrement cette formule au carré, je vais avoir t au carré égale 4 fois π au carré fois m sur k. C'est-à-dire que j'ai t au carré égale 4π carré sur k fois m. 4π carré sur k, eh bien c'est une constante. 4 est une constante, pi est une constante et donc son carré aussi, et k, c'est une constante pour un ressort donné. Donc ce qui est variable dans cette formule, c'est juste t au carré et m. Ça veut dire qu'on a t au carré égale une constante fois m. Autrement dit, exactement ça. Pour trouver la... Je me suis trompé. Pour trouver la constante de raideur du ressort, il suffit donc de transformer cette formule. Alors si vous la transformez, en fait, vous allez voir que k va être égal à 4π au carré sur la valeur de petit a, ici, qui vaut 2,63. Eh bien, faites le calcul, vous allez vous rendre compte que 4π au carré divisé par 2,63, eh bien ça fait 15, c'est-à-dire la même valeur qu'on avait trouvée pour k dans la première partie. Donc en fait, ces deux méthodes fonctionnent pour calculer la constante de raideur du ressort. Il y en a peut-être une qui vous semble plus simple que l'autre, mais peu importe, les deux fonctionnent. Et on a donc trouvé ce qu'on voulait trouver, c'est-à-dire la constante de raideur du ressort dans les deux cas. Voilà, donc ça sera tout pour cette fois-ci, pour ce nouveau TP, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!